Faut-il arrêter d'utiliser du plastique? Peut-on tout simplement s'en passer? C'est le thème de notre débat avec mes invités. Bonjour Lise Nicolas. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondatrice de Monsieur et Madame Recyclage. À vos côtés, Philippe Berthe, bonjour. Bonjour. Le PDG du groupe Impact. Je vous demandais de présenter vos entreprises pour commencer. Monsieur et Madame Recyclage, c'est quoi? Monsieur et Madame Recyclage, c'est un bureau d'études en ingénierie environnementale. On accompagne en fait les personnes qui souhaitent intégrer de la matière recyclée à leurs produits ou faire recycler leurs produits à mettre en place des solutions. D'accord. Et le groupe Impact? Le groupe Impact, c'est un groupe familial basé dans le nord de la France. On a deux activités. Une activité qui s'appelle NutriPack. On est fabricant de contenants alimentaires à usage unique, avec différents monomatériaux, cellulose moulée, biosourcée, des solutions en carton. Donc ça, c'est le métier historique. Et il y a le métier du réemploi avec Reuse. C'est une nouvelle marque que vous avez créée? C'est une nouvelle marque qu'on a créée et qui reprend en fait l'ensemble de nos solutions liées au réemployable. Que ce soit pour les gobelets réemployables, que ce soit pour les contenants alimentaires réemployables, que ce soit pour la déconsignation, on gère la collecte, on gère le lavage de tous ces contenants. Et donc voilà. Le plastique, il prend quelle place dans vos métiers respectifs? Question très générale pour commencer, Lise Nicolas. Dans ma vie en général, je pars plastique, je dors plastique, je respire plastique. Il y en a partout? Il y en a partout. Et du coup, il est omniprésent. Ouais. Et vous? Pareil, on est issu de la plasturgie au départ. Ouais. On a adopté un tournant majeur depuis qu'on a repris la société avec ma sœur depuis 2015. C'est mon père qui avait créé la société. Ouais. Donc le plastique aujourd'hui représente encore environ 75% de notre chiffre d'affaires. On a la volonté de basculer sur 50% horizon 2025 avec toutes nos solutions qu'on essaye de mettre en place. Mais c'est sûr qu'il est omniprésent, il a encore une valeur ajoutée. Maintenant, il y a plein de solutions pour mieux traiter les déchets. Voilà. Le but, c'est quand même de l'utiliser intelligemment parce qu'il y a des choses en plastique qui font sens comme des voitures. Le vrai problème, il est vraiment justement là où vous intervenez, dans l'usage unique et dans le jetable de la consommation de tous les jours. Alors effectivement, avec cette loi du 10 février 2020 qui donne comme objectif à la France d'atteindre la fin de la mise sur le marché d'emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Est-ce que pour vous... il faut aller plus vite. Est-ce que c'est tout simplement tenable d'aller plus vite, Philippe Berthe? Bon, déjà, ça fixe un cap. Ouais. Déjà, ça fixe une volonté d'y arriver. Après, il faut changer les mentalités. Il faut transformer tout le marché, en fait, mais de la conception à l'utilisation, à comment est-ce qu'on utilise les différents produits. Est-ce que ce produit est réellement nécessaire? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce qu'il est recyclé au final? Est-ce que la collecte existe? Est-ce que la valorisation existe? Donc c'est pas juste dire j'arrête le plastique à usage unique et je passe sur des solutions qui ne répondent pas toujours non plus à tous les besoins. Voilà, il faut repenser tout le modèle. Après, oui, je suis pas sûr qu'on atteigne vraiment la fin du plastique à usage unique en 2040. Pourquoi ? Parce que ça prendra, parce que justement ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que c'est trop compliqué, on n'a pas forcément les filières aujourd'hui, il y a certains usages où on ne pourra pas trouver d'alternative, c'est ça? Le plastique aujourd'hui, il a été créé au départ pour assurer une sécurité alimentaire, bien sûr. Pour augmenter la durée de vie des produits, pour faciliter le transport, pour plein de choses. Donc ça a quand même une certaine valeur. Il faut trouver les matériaux qui compensent les caractéristiques initiales du plastique. Il y a plein de choses à imaginer. Donc encore une fois, le cap est donné, c'est ce qui est le plus important. La réglementation est là. Après, je crois que tous les acteurs aujourd'hui sont conscients et sont concernés par cet objectif. On verra ce qu'il en adviendra. Lise Nicolas, vous diriez quoi? Vous diriez qu'il faut peut-être se donner les bons objectifs, c'est-à-dire désigner les usages où le plastique est vraiment utile et pour mettre le paquet sur, au contraire, les usages dont on peut se passer et orienter la filière dans cet ordre-là? Pour moi, avec les lois et les interdictions, il faut faire quand même très attention parce qu'il ne faut pas faire des virages à 180 degrés et après proposer des solutions alternatives qui ne sont pas forcément, qui sur le moment paraissent intéressantes, mais en fait qui ont un impact tout aussi important. Et puis surtout, il faut faire très attention parce que le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire ? Et on voit donc qu'il y a une volonté politique pour 2040, mais en parallèle, si on regarde les décrets, dans les décrets, par exemple, sur les entreprises, il y a une acceptation de taux dans les bennes de produits en plastique qui pourraient être recyclés qui augmente.
C'est-à-dire qu'on augmente le taux dans les bennes qui vont finir à l'enfouissement ou à l'incinération, mais on nous parle d'interdiction du plastique et de recyclage à 100%. Et vous pensez que ce serait beaucoup plus efficace de mettre la pression justement sur les entreprises et sur cette quantité de plastique là, qui finit à la benne ? Bien sûr, je pense qu'il faut empêcher absolument tous les plastiques de finir à l'incinération ou à l'enfouissement quand on peut en refaire des objets et prolonger leur durée de vie. Je voudrais parler de la filière avec ces chiffres. Taux de recyclage des bouteilles et flacons, c'est les chiffres 2020, 54%, 54,5% pour les bouteilles et flacons. Taux de recyclage des autres emballages en plastique, là c'est très bas, c'est 7,5%. Et à titre de comparaison, le taux de recyclage du verre, c'est 85%. C'est Citeo qui donne ces chiffres. Philippe Berthe, les 7,5%, ça regroupe quoi là ? 7,5% de taux de recyclage des autres emballages en plastique, en dehors des bouteilles et flacons. Ça peut être les films plastiques, ça peut être les barquettes en plastique, ça peut être des pots de yaourt, ça peut être tous les contenants qu'on est susceptible de pouvoir acheter sur un supermarché. Ça veut dire quoi ? On n'a pas la solution technique pour les recycler ou la filière s'est pas encore organisée ? Alors la filière s'organise, il y a eu l'extension de la consigne de tri au niveau du domicile des Français, qui fait que on a la poubelle jaune maintenant notamment où on peut mettre de plus en plus de choses. Après, tout ce qui se trouve dans cette poubelle jaune n'est pas nécessairement non plus valorisé au final. C'est-à-dire que ça arrive dans les centres... C'est un peu souvent la pression qu'on a, nous. On fait le job, on fait le tri, puis on se dit, mais attends, est-ce que le film plastique que j'ai mis, qu'est-ce qu'il va devenir ? Mais c'est valable pour les contenants compostables, c'est valable pour les contenants carton. On croit que parce qu'on dépose un carton dans une poubelle dédiée, le carton va obligatoirement être recyclé. On sait que c'est pas toujours le cas. Est-ce que le carton est souillé ? Enfin, il y a plein de sujets. Donc en fait, il ne faut pas non plus focaliser tout sur le plastique et l'arrêt du plastique. Je suis absolument convaincu qu'il faut changer les usages, que le réemploi, ce qu'on propose chez Reuse, a un intérêt. Maintenant, je lisais un article ce matin de quelqu'un qui poste un petit post sur LinkedIn. Il est en train de déjeuner, il a un bol en carton, il a un couvert qui est compostable, il a une bouteille en plastique. Tout ça va terminer où ? Dans la poubelle classique, et ça va terminer à l'incinérateur. Donc, derrière les fausses bonnes idées, on voit que la réalité, en fait, elle est pas toujours très rose. Donc, vous êtes d'accord, Lise Nicolas ? Ou vous êtes un peu moins pessimiste ? Ah non, moi je suis encore plus pessimiste. C'est vrai. En fait, ce qui se passe, c'est que techniquement, au niveau du recyclage, il y a plein de choses qui sont faisables. Le problème, il se passe vraiment sur la collecte à la source, de séparer tous ces plastiques en amont, mais pas que les plastiques, de tout séparer en amont. Et, on ne va pas avoir 18 poubelles chez nous. Voilà. D'où le réel problème. Et il faudrait unifier, en fait, du coup, que tous les produits qui soient vendus soient les mêmes. Et on voit ceux qui sont réellement recyclés. Ça va être les bouteilles, parce qu'elles sont la plus grosse part du marché, sont toutes en PET. Ça va être les bouteilles de lessive ou de shampoing, parce que la plupart du marché sont toutes en PEHD, monomatériaux. Et c'est là où c'est très très important, c'est d'arrêter tous ces plastiques complexés, de faire des multicouches qui en fait ne seront jamais recyclés. Et il y a aussi une question derrière, parce que même si les multicouches, on peut les recycler techniquement, la vraie question, c'est est-ce que c'est rentable ? Parce que si c'est pas rentable, personne ne voudra le faire. Donc ça veut dire quoi ? Que c'est une fausse promesse, la poubelle jaune, en fait ? C'est pas une fausse promesse parce que c'est super important, la collecte. Donc, il faut absolument pas arrêter de trier, mais il ne faudrait pas se dire c'est parce que je jette dans la poubelle jaune que je peux continuer de consommer de la même manière. Il y a eu un besoin de changer notre mode de consommation et d'arrêter de légitimiser le jetable avec le recyclage. Pourquoi vous avez créé Reuse ? C'était quoi l'idée ? Reuse, on a créé une marque, puisque finalement on a décidé de racheter plein d'acteurs dans le réemployable. On a racheté EcoCup, Green Cup, plein de sociétés qui existaient déjà, qui ont mis en place la consigne, qui ont mis en place des solutions réemployables. Et donc nous, on a voulu, au-delà du gobelet qu'on voyait dans les festivals et dans les concerts, on a voulu aller plus loin, venant de ce marché de la restauration. Et donc Reuse aujourd'hui, voilà, on vient agréger l'ensemble de nos solutions pour pousser un maximum le réemployable quand c'est possible. Et le réemployable, il est facile, on peut le mettre facilement en place un petit peu partout. Un restaurateur qui veut arrêter l'usage unique au profit de contenants réemployables, c'est simple.
un distributeur automatique de café, comme on voit aujourd'hui sur votre studio, eh ben c'est très simple en fait de passer au réemployable. Voilà, c'est pour ça qu'on a voulu créer une marque qui rassemble toutes nos solutions. Est-ce qu'il y a des défis technologiques que vous avez à relever pour atteindre l'objectif que vous donniez en début d'interview, c'est-à-dire réduire au fur et à mesure la part de plastique dans vos produits? Alors, défi technologique, ça a été de démarrer la production de cellulose moulée, par exemple. Là où avant, on fabriquait des barquettes en polypropylène, on fait toujours du monomatériau, passer en cellulose moulée, issue de fibres de bois. Oui, c'est pas simple quand on a 30 ans d'expérience dans un domaine. Donc ça, c'est un immense défi, que ce soit pour nous et certains confrères qui se lancent sur ce métier. Après, sincèrement, le défi, il est dans l'accompagnement du changement. Il est surtout là, technologiquement parlant. Les process sont, au niveau des différentes industries, les process sont très développés, très déployés. Je ne vois pas de frein technologique pour améliorer le recyclage, pour améliorer la valorisation. Il y a beaucoup de bonne volonté aussi. Et il y a des choix politiques qui doivent être forts et vrais et justes. Par exemple, quand la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, annonce, c'était le 13 septembre dernier, une enveloppe de 370 millions d'euros pour soutenir le recyclage et sa recherche et développement. Lise Nicolas, vous dites, parce qu'en ce moment, c'est... bon, pardon, mais les chèques pleuvent, quoi. Donc, on a plutôt l'impression que ça parle en milliards. Est-ce que 370 millions d'euros, vous dites, c'est à la hauteur de l'ambition et à la hauteur du défi 2040 pour les plastiques à usage unique? Alors, je pourrais pas répondre parce que je connais pas les chiffres et je suis pas un gros groupe industriel, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr qu'avec autant d'argent, on peut monter énormément d'usines de recyclage. Et c'est vrai que la question de la technologie, pour moi, elle ne fait pas sens parce que quand on voit, typiquement, nous, on fait partie du mouvement Precious Plastic France. Oui. C'est donc un mouvement citoyen qui se réapproprie en fait le recyclage par des machines low-tech et qui recyclent eux-mêmes un peu dans leur garage. Donc si le citoyen qui n'y connaît rien en plastique, rien en recyclage, est capable de se lancer et de monter des business ou des associations sur ce sujet, c'est bien qu'il y a un réel problème fondamental vraiment de changement qui est beaucoup plus global et de volonté des entreprises plutôt qu'une question de porte-monnaie, je pense. Ok, merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'être intervenus dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Start-up avec une place de marché dédiée à la mobilité douce. C'est Smart Ideas.